Et donc nous voilà réunis pour parler de Marius Douzens. Alors vous le voyez ici sur la table, donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des membres de la famille Douzens. Donc d'abord, on va commencer par Madame Magne, sa fille et son petit-fils. C'est-à-dire que là on a 3 générations de descendants de la famille Douzens. Et une grosse partie de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, eh bien on a pu les avoir parce qu'ils nous ont ouvert leurs archives familiales. Donc qu'ils en soient remerciés. Et ensuite, donc aujourd'hui est venue donc une descendante, une autre descendante donc mais cette fois-ci de Sylvestre Douzens aussi, hein, ils ont le même ancêtre. Donc Madame Douzens qui nous a fait le plaisir de venir ici aujourd'hui, donc merci aussi. Donc vous voyez Marius, alors Madame Magne nous a porté le tableau, le portrait de Marius Douzens, mais elle nous a aussi porté son bicorne ainsi que son sabre. Donc si tout à l'heure après la conférence vous voulez venir les voir, c'est sans problème. Alors, est-ce que vous connaissez cette rue? Ben ouais. Hein, elle est en centre-ville et c'est la rue Marius Douzens. Hein, vous voyez la plaque. Alors le problème donc c'est qu'on la connaît tous cette rue, on sait tous que c'est la rue Marius Douzens, mais on ne sait peut-être pas tous qui était Marius Douzens. Alors, à la fin du 19e siècle, les Bagnoulins connaissent Marius Douzens, ils connaissent sa famille. C'est une famille longuement implantée à Bagnols, on va le voir là tout à l'heure. Donc, c'est une famille longuement implantée à Bagnols, donc on les connaît. Hein. Et puis ensuite, Marius, vous allez voir, va avoir une vie, comment dire, une vie aventureuse, hein, au service de l'État. Et il va recevoir la Légion d'honneur et tout un tas de médailles. Donc, il est connu des Bagnoulins, seulement progressivement, bien sûr, hein, les générations donc disparaissant, la mémoire progressivement s'efface. Et donc tout le travail du souvenir français, hein, donc vous avez ici une merveilleuse photo. Donc nous voyons sur la droite, nous voyons Jean-Pierre, donc nous avons Ginette ici, et bien sûr Jean-Louis. Donc tout le travail du souvenir français, eh bien, c'est d'essayer de transmettre l'histoire et la mémoire de toutes celles et ceux qui sont morts pour la France. C'est ça le but national du souvenir français. Et donc dans cette optique-là, et grâce aux archives de Madame Magne, eh bien, nous allons essayer de remettre à l'honneur le Bagnoulin Marius Douzens. Alors vous voyez, j'ai choisi un plan très simple. Hein. D'abord, je vais vous parler de la famille Douzens à Bagnols-sur-Mer. Donc vous voyez qu'on va commencer au début du XVIIe siècle. Et donc ensuite, on va voir ensemble la carrière militaire de Marius. Alors donc vous avez ici le premier, alors tout ce travail-là de généalogie, en fait, c'est pas moi qui l'ai fait, je ne suis pas généalogiste, toute cette partie-là, je la dois à Jean-Pierre et Jean-Louis, qui sont eux les 2 spécialistes du sujet. Donc, ils ont réussi à remonter la généalogie donc, de la famille Douzens jusqu'en 1635. Hein, alors on sait qu'en entre 1635 et 1637, est arrivé Johan Douzens, qui était pasteur, berger. Et lui, il venait des montagnes, alors, il venait des montagnes du Béarnais, il venait du Béarn. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors vous voyez, le nom Douzens, vous avez 3 étymologies possibles. Soit vous avez Duzen, c'est-à-dire qu'il serait natif de la ville d'Uzé au Pays Basque. Soit vous avez Douzagne, c'est-à-dire qu'il serait natif de la ville d'Uzay en Catalogne du Sud. Soit ça vient de Duchamp, natif de France. Voilà les 3 étymologies. Alors laquelle est la bonne, je ne peux pas vous dire, hein, mais c'est les 3 que Jean-Pierre a pu retrouver. Donc ce qui fait qu'en fait, eh bien, Johan, il est né ici, hein, dans cette partie-là du Béarn. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi est-ce qu'il est venu à Bagnols-sur-Mer? Vas-y encore. Tout simplement parce que c'est la guerre d'Espagne. Et en fait, il fait partie des contingents donc, de ces armées béarnaises qui viennent pour combattre les Espagnols. Donc il est arrivé, au départ il est berger, puis ensuite il est militaire, il est arrivé ici, il s'y est plu. Il a d'ailleurs pris femme. Alors, le problème c'est qu'on ne connaît pas le nom de cette dame. Pour l'instant, les archives ne nous ont rien livré. Et donc il va avoir un fils. Il s'appelle Sylvestre. Alors attention parce que Sylvestre est un nom très répandu dans cette famille. Donc vous verrez qu'il s'appelle Sylvestre de génération en génération. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est souvent difficile d'arriver à retrouver le père et le fils.
Donc vous voyez, Sylvestre XII, donc il va épouser Catherine Auguet, et on est là au moment où Augustin Joseph de Mailly est nommé gouverneur de Perpignan. Hein, pour vous donner une idée. Donc ensuite, le couple Sylvestre et Catherine ont plusieurs enfants, dont un qui s'appelle Jean, qui va se marier avec Marguerite Sagols. Et nous sommes au moment où se construit l'obélisque de Port-Vendre. Donc le couple Jean-Marguerite va avoir un fils qui s'appelle Sylvestre, tiens donc, qui lui est négociant, on commence à connaître leur profession, et il est marié avec Marie Pagès. Et donc on est là au moment de la bataille du col de Bagnoul, 1793. Hein? Pardon. C'est-à-dire que ce Sylvestre-là, il a participé à la bataille. D'ailleurs, Madame Magne possède encore un ou deux fusils, je crois, donc qui datent de cette période, et qui ont probablement servi lors de la bataille du col de Bagnoul. Donc Sylvestre épouse Marie. Et donc vous voyez, alors là il y a un petit souci, hein, c'est-à-dire qu'en fait ils ont eu... oui non c'est ça. Donc là, ils ont eu un autre fils qu'ils ont appelé Sylvestre. Vous voyez, je vous disais, c'est la famille des Sylvestres. Et donc qui en 1830 s'est marié avec Élisabeth Bonnet. Vas-y. Alors, j'en reviens à Sylvestre, le grand-père qui a participé à la bataille du col de Bagnoul. Donc on a pu savoir, grâce à un plan de 1813, que j'ai retrouvé aux archives départementales. Donc ici, c'est le plan du bord de mer. Donc vous voyez là, vous avez la rue Saint-Pierre. C'est-à-dire la partie qui va depuis la place, et donc qui arrive jusqu'à l'embouchure de la rue, vas-y, de la rue Douzance, qui est ici. Et en vert, là, vous avez la toute petite rue qui va aller jusqu'au bord de mer et qui s'appelle la rue Thomas Pascal. Pas tromper cette fois-ci. Alors, donc en fait, la rue Douzance est ici. Et vous voyez là tout ce bloc, eh bien il appartient à la famille Douzance. Vas-y. Donc ici nous avons deux maisons qui appartiennent à Jacques, le frère de Sylvestre. Et toute cette partie-là appartient à Sylvestre. Hein, d'ailleurs, la maison, celle qu'on appelle aujourd'hui encore la maison Douzance, elle est là. Et maintenant, elle a été coupée en deux. Hein? Donc en gros, quand vous êtes à la rue Saint-Pierre, ici, là, vous avez le magasin qui s'appelle Aladin. Vous voyez? Et juste à côté, l'ancienne boucherie Besse. Hein, donc voilà, c'est cette grande façade-là. Avant, c'est deux grandes façades maintenant. Avant, c'était une seule, et c'était une seule maison. C'était celle de Sylvestre Douzance, le grand-père. Hop, bien. Donc, je vous disais, il a participé avec 200 autres bagnoulins à la bataille du col de Bagnoul. Alors, la bataille du col de Bagnoul, je le résume rapidement parce que j'y reviendrai plus longuement, sûrement, au printemps prochain. Donc, bataille du col de Bagnoul, forcément, on a coupé la tête à Louis XVI. Le cousin, le roi espagnol, c'est un cousin, c'est un Bourbon. Donc, il va en profiter pour envahir la France. Hein, il va profiter des désordres politiques pour envahir la France. Et donc, il va envahir à la fois la Catalogne et le Pays Basque. Donc, l'armée française va essayer de les repousser. L'armée française va essayer de les repousser et donc elle va faire appel donc, aux gens de Bagnoul. Et sur les 900 habitants à peu près du village, et quand je dis 900 habitants, je compte femmes, enfants et vieillards. Hein. Donc, ça va nous faire un rapport de 1/3 de jeunes adultes, c'est-à-dire 300 à peu près. Hein. Donc, sur 300 jeunes adultes à Bagnoul, c'est bien, il y en a 200 qui se rendent au col de Bagnoul pour aller aider les Français donc, à repousser les armées espagnoles. Et donc, Sylvestre, qui à ce moment-là est déjà âgé, hein, puisqu'il est né en 57, donc il a la quarantaine, hein, lui aussi va participer à la bataille. Donc, vous voyez ici le couple Sylvestre Douzance, ça c'est le fils du grand-père, hein, d'accord? Donc, Sylvestre Douzance est marié à Élisabeth Bonnet en 1830, et vous voyez, ils vont avoir 10 enfants. Alors donc on a la première Élisabeth, ensuite on a Sylvestre, le premier fils qui lui, Sylvestre encore un, qui lui est officier de marine. Ensuite nous avons Marie, qui vous le voyez, hein, est morte à l'âge de 5 ans. Ensuite nous avons Angélique, puis Joseph, deuxième fils, qui lui aussi est officier de marine. Amédée, qui va devenir prêtre. Célina, donc là c'est l'aïeule donc du mari de Madame Magne. Donc Célina, ici, ensuite arrive Marius.
Hein, donc Marius est le 8e. Et vous voyez que derrière, il y a une Uma qui est mort à l'âge de 4 ans. Il y a un dernier enfant. Alors on ne sait même pas son sexe. On sait qu'il est né, mais on ne connaît pas son sexe. Donc on pense que c'est un enfant qui est mort-né. Hein, donc vous voyez qu'en fait, Marius, ben, c'est le petit dernier. Puisque les deux derniers, après lui, sont morts, forcément. Vas-y. Vas-y. Alors, la famille Douzans, je vous le disais, c'est une famille de négociants. Alors, qu'est-ce que c'est que le négoce? C'est tout simplement posséder un bateau et, par le cabotage, eh bien, se rendre en Espagne bien souvent pour aller chercher des marchandises, les ramener à Banyuls et les revendre. Hein, donc, on est là sur une idée du sans frontières. Parce que c'est vrai que payer les droits d'octroi, c'est-à-dire de douane, ça fait augmenter le prix de vente, forcément, de l'objet. Donc, on appelle ça des contrebandiers, mais c'est vrai que ce sont plutôt des gens, on va dire, qui pensent qu'il faut être plus libéral, c'est-à-dire mettre moins de taxes donc, sur les objets qui passent de pays à pays. Donc, vous voyez, on est là dans une famille pour qui le libéralisme est important. Alors, il est important au niveau économique, mais il est aussi important au niveau religieux, puisque nous sommes là au milieu du 19e. Marius est né le 18 juin 1848. Donc nous sommes là au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire à un moment où l'Église est en train de se réformer. Alors c'est vrai qu'on voit toujours l'Église comme quelque chose, alors l'Église avec un grand E bien entendu, c'est-à-dire l'administration hein, qui s'appelle Église. Donc on la voit toujours comme quelque chose d'immémorable, qui ne bouge pas, mais en fait oui, elle bouge. Alors c'est sûr qu'elle a une capacité d'inertie qui fait que les choses prennent du temps. Mais elle bouge quand même. Vas-y. Alors donc, au départ, on a les évangiles. Et puis, dans les années 1820, 1840, apparaît le catholicisme réactionnaire. Donc, vous voyez, hein, une de ses voix, c'est Chateaubriand. Donc, on a un catholicisme qui nous prône un retour à l'organisation sociale de l'Ancien Régime, une loi divine qui prévaut sur les lois humaines, qu'il faut rejeter, et l'individu ne compte qu'en sa qualité de membre d'un groupe. Et dans les années 1840 va apparaître le catholicisme libéral. Hein, donc l'une des voies du catholicisme libéral, c'est Jean-Baptiste-Henri Lacordaire. Et vous allez voir, lui, il va être important dans la vie de Marius. Donc vous voyez que là, on commence un peu à bouger les lignes, hein, puisqu'on pense que 1789 a été une chance d'émancipation pour l'individu. Les lois humaines servent à protéger les individus, donc elles ne sont plus à rejeter. Et il convient d'améliorer le niveau de vie des ouvriers. Alors ça ne va pas passer du tout au niveau de la papauté. C'est trop libéral. Hein, donc, dès les années 1870-1880, il y apparaît une nouvelle réflexion qui va s'appeler le catholicisme social. Et donc, bien sûr, une de ses principales voix, c'est Frédéric Ozanam. Alors, on nous dit que 1789 est une émanation des évangiles. Ça va loin quand même, hein, par rapport à ce qu'on pouvait penser. Le travail humain n'est pas une marchandise, et le christianisme doit apporter une réponse collective à la misère ouvrière. Et donc, Lacordaire, puisque lui, bien sûr, son catholicisme libéral était plutôt mal vu, et voire même interdit par l'Église, eh bien, va se raccrocher au catholicisme progressiste. Et en 1854, il va être nommé directeur de l'abbaye-école de Sorèze, dans le Tarn. Alors, cette abbaye-école est une ancienne école militaire qui formait les cadets de l'armée royale. Puis bien sûr, avec la Révolution française, elle était plus ou moins tombée en désuétude. Et donc, elle est reprise donc, par le père Lacordaire. Et donc, lui, il va reprendre la discipline stricte de l'ancienne école militaire. Il va créer un nouvel uniforme, mais il va mettre en place un enseignement libéral. Donc vous voyez, il va professer que l'égalité entre les hommes est un progrès qui est déjà contenu dans le message des évangiles, et que l'Église devrait être séparée de l'État, car la foi est une question intime. Donc vous voyez que ce monsieur, déjà en 1854, il pose les bases de ce que va devenir la laïcité. Et donc vous le voyez, alors ça, cet été, c'était au mois d'août que j'ai trouvé ce document, puisque je suis allé à la mairie, donc je remercie Alexandra et Jacqueline, donc qui m'ont super bien accueilli à la mairie et qui m'ont aidé à travailler et à trouver ces documents. Donc vous voyez, l'an 1864 et le 12 mai à 2h de l'après-midi, donc le conseil municipal statue sur une demande de Sylvestre Douzans, qui demande donc une bourse plus l'équipement
pour son plus jeune fils, Marius, qui doit rentrer donc à l'école abbaye de Sorèze. Et donc la demande auquel le conseil municipal, le conseil vu que la position du pétitionnaire mérite d'être prise en compte et d'avis qu'il lui soit accordé la bourse entière et le trousseau qu'il sollicite pour son fils Marius. Hein, donc vous voyez, avec l'aide de la mairie, eh bien, Sylvestre 12 ans va pouvoir envoyer son fils à l'école de Sorèze. Et donc vous l'avez là, Marius vers 1865, donc dans l'habit, dans son habit d'écolier. Vas-y. Et donc à côté, je vous ai mis ce tableau. Alors ce tableau a été peint par Aristide Maillol en 1891, si je ne me trompe pas. Et donc c'est l'abbé François Rousse. Donc tout le monde a entendu parler de l'abbé Rousse à Banyuls. Alors rapide biographie de l'abbé Rousse. Donc en fait l'abbé Rousse donc, est nommé prêtre de la paroisse de Banyuls et Cerbère, hein, puisqu'à ce moment-là Cerbère dépend encore de Banyuls. Donc en 1870, c'est-à-dire à peu près la même période où Marius étudie lui à l'abbaye école de Sorèze. Donc en 1870, eh bien ce curé nous arrive. Et ce curé, lui, il est catholique très réactionnaire. Hein? Donc en fait, lui, il a été plutôt à l'école Saint-Sulpicienne, donc vous connaissez tous l'église Saint-Sulpice à Paris. Hein? Donc là, on a un courant de pensée qui est très réactionnaire, donc c'est un curé qui a été interdit de prêche parce que le dimanche, il faisait des prêches enflammées contre la République. Hein, donc ça, bon, on n'a pas trop le droit quand même, surtout les dimanches d'élection, ça passe mal. Ensuite, donc, il me fait penser, ça c'est intéressant, il me fait penser à l'abbé Saunière. Hein, l'abbé Béranger Saunière, le curé de Rennes-le-Château. Hein, donc, ils sont nommés curés à peu près à la même période. Eux aussi, ils professent un catholicisme très réactionnaire. Et ils se trouvent confrontés au même problème. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un village plutôt républicain, sans trop de moyens financiers, et avec une église qui date du XIIe siècle. Donc en gros, une église qui est vraiment délabrée et qui ne correspond plus vraiment à la population qu'il doit accueillir. Alors les deux vont chercher à faire de l'argent. Alors, selon les dernières recherches menées par Octonovo, donc c'est un chercheur qui a un nom un peu ésotérique, mais quand ça tourne autour de Rennes-le-Château, c'est un peu normal. Hein. Lui, il fait un très bon travail, Octonovo, c'est-à-dire que lui, il va aux archives de l'Aude, et il va voir un peu ce qu'a laissé l'abbé Saunière. Donc lui, il nous parle d'un trafic de messes. Hein, c'est-à-dire que Béranger Saunière se serait enrichi par un trafic de messes. Maintenant, vous pourrez lire aussi autre chose. Hein, vous pourrez lire qu'il a trouvé le trésor des Templiers. Vous lirez aussi qu'il a trouvé le tombeau de Jésus. Bon. D'autres nous disent qu'il avait trouvé des papiers sur la généalogie des Mérovingiens. D'accord. D'autres nous disent qu'il a trouvé aussi la trace de la fille de Jésus et de Marie-Madeleine, hein, le fameux Da Vinci Code. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un peu tout et n'importe quoi. Il avait aussi trouvé, soi-disant, la pierre du diable. Vous savez, le diable, quand il est précipité du ciel, là, qui tombe sur la terre, il avait une pierre hein, autour. Donc, c'est l'abbé Saunière qui l'a trouvé. Je pense qu'il a trouvé beaucoup de choses, cet homme. Hein, c'eût été intéressant de voir sa cave. Donc, il a besoin de faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de réparer son église. Ben, l'abbé Rousse, il va faire pareil. Il a le même problème. Il se retrouve avec l'église de la Rhétorie. Donc, bon, là, elle a été refaite. Hein, donc, c'est vrai qu'elle est sous son meilleur jour. Mais c'est vrai que lui, quand il la trouve, elle n'est pas en très bon état. Donc, lui, il va avoir une idée, c'est-à-dire qu'il va fabriquer du vin de messe. Alors, le droit canon nous explique que durant l'Eucharistie, eh bien, le vin représente le sang du Christ. Et donc, bien sûr, le sang du Christ, il ne peut pas être trafiqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre du vin qui a subi un procédé chimique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à Banyuls? Ben, du vin doux naturel. Et donc, c'est comme ça que l'abbé Saunière va écrire à tous les diocèses pour proposer son vin. Alors, pardon, l'abbé Rousse. Alors, ça m'a quand même posé... oui, parce que l'abbé Saunière, j'ai retrouvé aux archives de l'Aude une facture de 152 litres de Banyuls. Ouais. L'abbé Saunière donc, devait beaucoup aimer le Banyuls. Hein, il commandait beaucoup de rhum aussi. Donc l'abbé Rousse, ce qu'il va faire... Alors, lui, il n'a pas de vigne, hein, bien entendu, il est curé. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter donc, les raisins. Et donc, c'est lui qui va faire la transformation. Donc, d'ailleurs, on a Christian qui habite juste dans l'ancienne cave de l'abbé Rousse, hein, avant qu'il refasse la façade, on voyait marqué abbé Rousse. Alors,
Le problème, c'est qu'il va très vite s'enrichir. Hein, puisque, bien sûr, lui, il possède un réseau de distribution, hein, ce sont les différents diocèses, et il rachète le vin, du moins les raisins, à pas très cher. Donc ça, au bout d'un moment, ça va énerver les vignerons, qui vont se dire, attends, nous on travaille pour produire le raisin, on touche quasiment rien, toi tu le transformes en vin, et c'est la fortune. Plus le fait qu'il fait des prêches contre les républicains, au bout d'un moment, il commence à se mettre tout le monde à dos, ce qui fait que le Conseil général lui interdit la gestion d'une entreprise, et que devant son entêtement, au bout d'un moment, eh bien, l'évêque, lui aussi, va lui interdire d'avoir ses activités économiques, ce qui fait que dès les années 1890, eh bien, la Pérouse va être obligée de vendre sa cave à Paul Olivet, hein. Et d'ailleurs, si vous allez au cimetière de Bagnoux, pas celui de la rectorie, celui du stade, quand vous rentrez par l'entrée du stade, pas par l'entrée du pont de chemin de fer, hein, mais par l'entrée du stade, vous verrez au milieu du cimetière, dans l'allée centrale, vous avez une grande croix en fer forgée, et donc vous verrez que c'est la veuve de Paul Olivet qu'il a offert à la commune en la mémoire de la Pérouse. Ah, il y a encore la plaque. Alors, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que vous avez, là on fait le grand écart au niveau catholique. C'est-à-dire que d'un côté, on a le super réac, et de l'autre, on a le super progressiste. Ah, donc vous voyez qu'au sein d'une même communauté, ben, vous pouvez avoir quasiment tous les avis possibles, des gens qui se disent tous chrétiens et bons chrétiens. Alors, on voit que là, en 1800, alors tout ça aussi, hein, ça a été retrouvé donc, dans les registres des délibérations du conseil municipal de Bagnoux-sur-Mer, qui sont à la mairie. Donc là, en 1867, le 16 juin, à 3 h de l'après-midi, donc le conseil municipal s'est réuni et M. le maire a donné connaissance d'une lettre de M. Sylvestre Douzans, toujours le père de Marius, qui manifeste le désir de demander à son Excellence le ministre de la Marine l'obtention d'une première mise d'équipement pour son fils Marius, élève de 2e année à l'école navale impériale. Hein, c'est-à-dire que Marius, donc, une fois fini sa formation à l'abbaye école de Sorèze, eh bien, va rentrer à l'école navale impériale. Et donc on a ici une maquette qui se trouve au musée de la Marine. Hein, donc c'est sur ce bateau-là, le Borda. Alors, tous les élèves marins apprennent à naviguer sur un bateau qu'on appelle le Borda. Alors il y a le Borda 1, le Borda 2, le Borda 3, le Borda 4. Hein, et donc forcément, comme ils étaient sur des Bordas, on les appelait les Bordaches. D'accord? Donc le Bordache Marius Douzans, eh bien, a appris à naviguer sur ce bateau-là. Et donc on voit que son père non, c'est ça. Et donc là vous avez ici Marius, donc dans la vie de Bordache, vers 1867. Alors cette photo est intéressante, hein, d'abord pour les yeux. Vous remarquerez les yeux de Marius Douzans, il a un regard très doux. Et ce regard va le suivre tout au long de sa vie. Hein? Et ensuite, bien sûr, c'est le côté poupin quoi, du visage. Hein. On voit encore que c'est un gamin. Alors en 1869, Marius donc, a terminé sa formation de marin. Et il va forcément rentrer dans la marine. Alors ici, on a Jules Ferry. Vas-y. Alors vous voyez, hein, Jules Ferry, député républicain, maire de Paris, ministre, mais aussi président du Conseil. C'est-à-dire que c'est vrai, d'habitude, hein, quand on parle de Jules Ferry, on pense à loi sur l'éducation nationale. C'est vrai que c'est lui qui laisse son nom et son empreinte sur les différentes lois qui ont amené à l'école libre et gratuite. Mais il a aussi été président du Conseil, vous voyez, en 1880, de 1881 à 81 et de 83 à 85. Et voilà le discours qu'il fait le 28 juillet 1885 devant la Chambre des députés, c'est-à-dire notre actuelle Assemblée nationale. Donc je vous laisse le lire. Pardon. On voit pas? Ah, alors, on me dit qu'on ne voit pas, donc je vais le lire. On peut rattacher le système d'expansion coloniale à 3 ordres d'idées. À des idées économiques, à des idées de civilisation, à des idées d'ordre politique et patriotique. Ce qui manque à notre industrie, ce sont des débouchés. Or, ce programme est intimement lié à la politique coloniale. Il faut chercher des débouchés. Ben, au moins, c'est clair. En deux, il y a un second point que je dois aborder. C'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures.
Là, on est en plein dans l'idéologie du 19e. Et le troisième point, il n'y a pas de compensation pour les désastres que nous avons subis. Je dis que la politique coloniale de la France s'est inspirée d'une vérité, à savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut se passer sur la surface des mers d'abris solides, de défense, de centres de ravitaillement. Rayonner sans agir en regardant comme un piège, comme une aventure, toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte pour une grande nation, c'est abdiquer. Donc en gros, de quoi nous parle Jules Ferry? De politique coloniale. Et il est tellement féru de colonialisme que ses détracteurs vont même l'appeler le Tonkinois. Donc on le verra tout à l'heure, le Tonkin, c'est une des provinces de l'Indochine, une des 3 provinces qui composent l'Indochine. Donc, à partir de Jules Ferry, va se mettre en place ce qu'on appelle la politique, ou la diplomatie de la canonnière. Alors vous voyez, ça marche toujours pareil. Et ça va marcher comme ça pendant très longtemps, hélas. Donc la première phase, on repère les pays qui sont... Alors je dis les pays hors Europe, bien entendu. Et là-dedans, je n'inclus pas la Grèce. Parce qu'au 19e siècle, la Grèce n'est pas considérée comme un pays faisant partie de l'Europe. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, c'est un pays qui a été sous domination ottomane, sous domination turque. Donc c'est après qu'on va à nouveau intégrer les Grecs. Pour l'instant, on ne les intègre pas encore. Donc la France va dans le monde chercher un pays qui connaît des difficultés financières. Et on va leur proposer, les entreprises françaises vont leur proposer des partenariats économiques. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent, vous voulez développer votre pays, eh bien je viens vous aider à construire un chemin de fer. Je viens vous aider à bâtir un grand port. Je viens vous aider à bâtir des routes. Troisième phase, une fois que les entreprises sont bien implantées, elles exigent le monopole. Ben oui, tant qu'à faire, s'il n'y a pas de concurrence, c'est encore mieux. Et si bien sûr le pays rechigne, eh bien on l'envahit militairement et on impose un protectorat. Et vous verrez que ça va tout le temps marcher comme ça. Alors on voit ici Marius, vers 1880. Alors il a fini sa formation de bordache en 1879. Eh bien, il va être envoyé, puisqu'il sort de l'école, donc il va être envoyé sur l'Aisne. Alors ça c'est un brick goélette, garde-côte. Donc il fait des rotations entre Toulon, la Corse et la Sicile. Et donc il va rester sur ce bateau pendant 2 ans, c'est-à-dire que là il va vraiment apprendre les rudiments de la mer et du commandement. Donc une fois qu'il est un peu dégrossi, eh bien on va l'envoyer sur cette forteresse flottante. C'est l'Intrépide. Alors vous voyez, il fait 2500 tonneaux. Il peut dégager 10 à 12 nœuds de vitesse. Et il a 910 hommes d'équipage pour 200 à 300 places, donc à bord, c'est-à-dire, puisque c'est un transport de troupes, c'est-à-dire qu'on met les troupes là-dedans et puis on les transporte d'un point A à un point B. Alors, ce bateau-là, lui, il est en partance pour la Tunisie. Donc la France, là, au début de l'année 1881, eh bien, commence à amener des troupes en Tunisie. Vas-y. Alors vous voyez ici, donc, je vous ai mis l'Afrique du Nord. Vas-y. Et donc la France s'est rendue maître à partir de 1830 de l'Algérie. Alors bien sûr, on se dit l'Algérie, ouais, c'est pas mal. Et pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas la Tunisie? Partout, c'est un petit pays à côté. Vas-y. Ça pourrait être intéressant de l'annexer aussi. Vas-y. Et donc, on revoit ici tout notre système. Donc alors, vas-y. Nous avons ici le Sadok Bey. C'est lui, le bey de Tunis. Seulement, il est confronté à de graves problèmes économiques. Donc, que fait la France? Eh bien, elle lui propose de construire un chemin de fer pour l'aider à développer son pays. Alors, les entreprises françaises viennent et se font donner des terrains pour, bien sûr, bâtir le chemin de fer. Mais les Italiens, qui eux aussi ont des envies d'expansion coloniale, ne sont pas vraiment d'accord. Donc, il y a une petite bisbille entre la France et l'Italie, tant et si bien que l'Italie, donc, commence à demander le monopole sur les chemins de fer. Alors là, ça va plus du tout. Là, pour les Français, c'est plus possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir envahir la Tunisie. Et c'est pour ça que Marius Douzans, lui, vient de finir sa formation. Et on l'envoie sur un bateau qui transporte des troupes pour partir à la campagne de Tunisie. Et donc, Marius arrive devant, avec son bateau, il arrive devant le port de Sfax. Et il y arrive le 13 juillet. Alors, il n'est pas le seul. Je veux dire, il y a de nombreux bateaux français qui sont là. Et alors le 13 juillet, tous les bateaux français,
toutes les heures, vont tirer un obus. Alors les gens de la ville de Sfax rigolent en disant c'est pas avec ça qu'ils vont nous arrêter. C'est pas avec ça qu'ils vont prendre la ville. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que les obus qui sont tirés, c'est pas pour eux, c'est pour arriver à ajuster le tir des bateaux. La nuit se passe, nous sommes là le 14 juillet, et alors là, les bateaux, bien sûr, vont tirer à blanc. Pourquoi? Parce que c'est la fête nationale. Donc on célèbre la fête nationale. Les gens de Sfax se disent, c'est pas avec ça qu'ils vont arriver à nous déloger. La nuit se passe, et le 15, là, c'est le bombardement. Et le bombardement est très rapide. Hein, je veux dire, il dure 1 heure ou 2, pas plus. Très très vite, on débarque tous ces hommes qu'on avait amenés dans les bateaux, et la ville est prise le soir même. Et la campagne de Tunisie, même si ça a été une campagne dure, hein, c'est une campagne rapide, puisqu'en 6 mois, la totalité du pays est conquis. Et donc Marius, sans le vouloir, il participe à la conquête de la Tunisie, sur son bateau qui transportait des troupes, parce que lui, il est à Sfax, donc il a dû le voir, le bombardement. Forcément, hein. Alors, l'année suivante, il va être affecté sur le Mito. Alors, Mito, j'ai eu du mal à trouver, parce que souvent, on l'écrit en un seul mot. Mais c'est pas mythomane, hein. C'est Mito. C'est une rivière en Indochine. Hein. Alors, donc là aussi, vous voyez, c'est un transport de troupes. Mais alors, celui-là, il est 2 fois plus gros que l'autre. Pourquoi? Parce que celui-là, il fait la liaison entre Toulon et la Cochinchine. Hein. Donc autant sur l'autre, on traversait la Méditerranée. Je veux dire, la Méditerranée, bon, il faut la faire quand même, hein, mais c'est pas... Mais là, non. Là, il va falloir traverser plusieurs océans. Donc vous voyez, hein, l'espèce de forteresse flottante que ça pouvait être. Là, on est à 2 fois plus, c'est-à-dire à 5000 tonneaux. Et avec un équipage de 240 hommes, on peut transporter 800 militaires. Plus les chevaux. Il ne faut pas oublier qu'il y a les militaires, plus les moyens de locomotion, c'est-à-dire les chevaux. Alors en 1883, parce que pendant cette période-là où il est sur le Mito, il est repéré, parce qu'on se dit, tiens, d'abord c'est un officier consciencieux. Ensuite, c'est un officier intelligent. Et puis c'est un homme qui sait faire passer les ordres. Ah, ça c'est important. Donc on va se dire, tiens, ce jeune est intéressant, donc on va le former. Et en 1883, eh bien, on l'envoie à Toulon. Et là, il va apprendre à la fois les canons et les torpilles. Vas-y. Et sans le vouloir, sans le savoir, il va se retrouver à un moment où le ministère de la Marine se pose des questions au niveau de sa stratégie globale. Alors vous le voyez, on était sur ce système de ce qu'on appelait l'ancienne école, donc une politique basée sur une ligne défensive et la demande de construction de bateaux de plus en plus gros. Donc en gros l'idée c'est quoi? C'est-à-dire que je construis un mastodonte des mers, je le colle devant un port, personne ne rentre, personne ne sort. C'est un peu ça l'idée. Hein, vas-y. Et à côté, eh bien, émerge une nouvelle pensée qui s'appelle, bien sûr, la nouvelle école. Donc elle est plutôt sur une ligne offensive. Et elle demande, elle, la construction de bateaux plus petits, plus mobiles, plus rapides et mieux équipés. Ah, donc l'idée, c'est plus d'avoir ces gros mastodontes qui bloquent. Au contraire, c'est un petit peu une armée d'abeilles, quoi. Hein, on préfère faire plein de petits bateaux qui vont venir harceler donc, les gros. Et donc Marius, lui, va se trouver là-dedans, puisque lui, il étudie quoi? Il étudie les améliorations de l'armement, c'est-à-dire les canons et les torpilles. Vas-y. Et c'est donc comme ça que il va se retrouver affilié à la nouvelle école. Vas-y. Et donc, en 1884, quand il a fini sa formation, eh bien, il se trouve nommé commandant d'un torpilleur. Alors, un torpilleur, c'est un bateau qui fait 27 mètres de long. En gros, c'est une baleinière. C'est une barcasse, quoi. Hein. Par rapport à tout ce qu'il a connu avant, c'est un canot pneumatique, en gros. Alors, à l'intérieur, on a une énorme chaudière, parce qu'il va très vite, par contre. Hein, il est tout petit, donc forcément, il est très mobile et très maniable. Hein. Donc, il y a une énorme chaudière sous le pont. Vous avez ici la cheminée. Et vous avez ce mât, cette hampe. Et alors, en fait, au bout de la hampe, on venait attacher une grosse boule de fulminate, c'est-à-dire d'explosifs. Et avec le bateau, on s'approchait au plus près du navire ennemi et on lâchait sa torpille pour qu'elle vienne percuter le bateau et qu'elle lui fasse un trou par lequel pourrait entrer l'eau. Donc vous imaginez
vous vous trouvez là, devant un bateau de croisière, là, avec votre Zodiac et votre bâton de dynamite au bout d'une perche. C'est un peu ça le système. Hein. C'est ça les premiers torpilleurs. Après, bien sûr, hein, on va améliorer les choses, hein, et heureusement d'ailleurs, ou malheureusement, je ne sais pas. Ça existait aussi à l'Iran, les Khazars, c'était ça. D'accord, c'était ça. Ben, c'est un système rapide, quoi. Il suffit d'équiper un bateau, on y met une perche au bout, et puis vaille que vaille, quoi. Et on verra si on s'en sort. Puisque bon, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de chances de s'en sortir quand on est pris au milieu d'une bataille navale. Hein. Parce que même, je veux dire, un bateau, il suffit qu'un bateau 4 fois plus gros que vous vienne vous heurter, vous avez les grosses chances de couler. Hein. Donc, il faut être un peu trompe-la-mort, quoi, quand même, hein, pour monter là-dessus. Mais Marius s'en accommode, ça a l'air de lui aller. Vas-y. Donc, vas-y. Et c'est comme ça qu'il va repartir pour l'Indochine avec son torpilleur. Vas-y, encore un peu. Pour se retrouver où? Ici. Alors ici, on est en Asie. Alors, depuis 1859, la France possède un comptoir à Saigon, hein, qui se trouve en Cochinchine. Et puis, il y a des problèmes au niveau de la famille impériale vietnamienne, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de décès, il y a du moins 2 ou 3, si je me rappelle bien, décès successifs d'empereurs sans fils. Donc il faut choisir un nouveau prétendant dans la famille, etc. Donc en fait, ça affaiblit la position impériale, hein, ça affaiblit la fonction. Et la Chine, vous voyez, qui est au nord, ici, hein, elle a une frontière donc, avec le Vietnam. La Chine en profite pour venir envahir le Tonkin. Alors, notre pauvre empereur, alors je ne dirai pas son nom parce que je suis incapable de le dire correctement, donc vous l'avez écrit, mais je ne le dirai pas. Donc notre pauvre empereur, ben, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est sûr qu'il n'a pas les moyens de lutter contre la Chine. Ben, il va faire appel aux Français. Et les Français qui sont juste là à Saigon. Et les Français vont lui dire, mais bien sûr qu'on va t'aider. En tout altruisme, bien sûr. Hein. Donc, et c'est là qu'on va envoyer notre flotte. Vas-y. Alors, oh, non, hop, reviens. Donc en fait, les deux flottes, la flotte chinoise et la flotte française, vont se retrouver dans la rade de Fuzhou. Alors, vous trouverez ce nom sous plusieurs formes. Vous pouvez trouver Fucheu. Vous allez pouvoir trouver Fuzhou, Fuchu, voire même Formose. Formose, c'est le nom de la mer qui est juste devant. Hein. Alors, comment s'appelle ça? Les deux flottes vont se retrouver donc à Fuchu. Donc les Chinois tiennent la ville et les Français vont arriver. Alors ici vous avez donc la configuration des bateaux et en rouge je vous ai mis le bateau amiral. Vas-y, qui s'appelle le Yanggu. Ouais, c'est ça, le Yanggu. Ça, c'est les Français qui arrivent. Alors ici on a le navire amiral de Courbet, l'amiral Courbet. Et ici vous avez 2 torpilleurs, le 45 et le 46 de Marius. Vas-y. Donc voilà le déploiement de la flotte française. Donc vous voyez nos 2 torpilleurs qui sont passés sur le côté puisqu'ils vont très vite par rapport aux autres. Vas-y. Et leur mission, eh bien, c'est d'exploser ces 2 navires. Hein. Vas-y. Et ça va réussir. Et donc vous avez ici un tableau et vous voyez les 2 torpilleurs qui sont là. Ici vous avez celui de Marius, ici vous avez le 45. Vas-y. Donc je vous ai fait un agrandissement, vous le voyez, il est là. Avec ici sa cheminée. Et on imagine Marius qui doit être par là aux commandes. Et en fait, il va arriver à couler à lui tout seul, il coule le navire. Vas-y. Vas-y. Et voilà la lettre qu'il envoie le 23 juillet 1884 à sa sœur Célina. Alors, à 2 h de l'après-midi, nous avons commencé les hostilités. C'est mon torpilleur 46 qui a eu les honneurs de la première attaque. Mon torpilleur, après avoir fait partir la torpille au contact du navire ennemi, le Yanggu, le navire amiral de la flotte chinoise, a été atteint par 2 obus d'une corvette qui était à 200 mètres de moi. Le premier obus a crevé ma chaudière et mon torpilleur a été par la suite réduit à l'état d'épave. Le deuxième m'a brisé tout l'appareil de combat. Donc en gros, il ne peut plus se battre, il ne peut plus naviguer. Hein, donc c'est une épave. Et alors, la suite est quand même assez hallucinante, hein, puisqu'il écrit « Dans cette situation complètement désespérée, c'est sûr que j'ai passé, entraîné par le courant de la rivière, entre les navires français et une quantité de navires ennemis qui tiraient par-dessus ma tête. » Voilà. Hein. Donc, sur ce bateau, il n'est pas tout seul, hein, puisqu'il y a une vingtaine d'hommes d'équipage, et il nous dit « Un seul de mes hommes a été légèrement blessé par un éclat d'obus. » Hein, donc, je veux dire, ce jour-là,
chance inespérée, non seulement il a réussi sa mission, mais en plus il a ramené tous ces hommes sains et saufs. Alors, par contre, on apprend que, dans cette lettre, on apprend que le commandant du torpilleur 45, lui, il a perdu un œil durant l'assaut. Alors, comme lui, son torpilleur, bon, forcément, hein, il ne vaut plus rien, donc, et que le commandant du torpilleur 45 est blessé, eh bien, pendant un temps, c'est lui qui prendra la tête du torpilleur 45, tout simplement. Alors, on sent quand même, hein, on sent encore la jeunesse de Marius qui écrit « Parlez peu à maman de tout cela, elle craindrait trop pour moi ». Hein, donc on sent encore le jeune homme derrière. Vas-y. Et donc pour cet acte de bravoure, eh bien, il va être nommé en 1884 chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est la première médaille d'une longue liste. Alors en 1889, il est nommé capitaine de frégate, donc il augmente de grade. Et il va prendre le commandement du croiseur protégé, le Primoguet. Alors c'est ce type-là de bateau, vous voyez ici, là, ce que vous voyez en rouge en fait, ce sont des blindages en cuivre. Donc ça, à ce moment-là, en 1889, c'est la pointe de la technologie maritime en France. Donc on voit bien que Marius n'est pas n'importe qui. Hein, aux yeux de ses chefs, c'est un homme à la fois qui est posé, pondéré et à qui on peut faire confiance. Parce qu'il n'a pas peur du danger non plus. Alors le problème, c'est que ces navires-là, ça ne va pas durer très longtemps. Pourquoi? Parce que, en fait, ils n'ont pas pensé à protéger l'arrière. C'est-à-dire que du moment que vous tirez dans l'arrière du bateau, vous êtes sûr de le couler à chaque coup. Hein, mais à ce moment-là, ça reste un des musts de l'armement. Et donc vous voyez que la même année, il est nommé officier de la Légion d'honneur. Hein, donc il a augmenté de grade. Alors, là je ne sais pas pourquoi, mais de 1800, puisque là il était donc en Indochine, hein, mais de 1891 à 92, eh bien il va partir pendant une année à Terre-Neuve, à la tête d'un navire qui s'appelle le Drac. Alors, j'ai mis l'hypothèse en fait que cette année-là, puisque donc là il va être du côté du Canada, pendant un an il n'aura quasiment pas de contact avec la métropole, hein, puisque l'île est entourée par les glaces. D'ailleurs, vas-y, Marius a ramené des photos, voilà son bateau et voilà son bateau pris par les glaces. Donc vous voyez qu'une fois que vous y êtes, hein, vous y restez. Donc, est-ce que c'est une façon de l'envoyer pendant un an à l'extérieur pour voir réellement ce qu'il vaut pendant cette année-là? Comment va se passer? Je ne sais pas. Hein, mais en tout cas, il fait une année du côté de l'Amérique du Nord. Puis il va revenir et il est promu capitaine de vaisseau, grade supplémentaire. Et il va prendre le commandement du croiseur le La Pérouse. Donc c'est le même type de croiseur que celui qu'il avait avant, le Primoguet. Donc vous avez ici un plan du navire. Hein. Donc vous voyez à la fois l'armement et puis l'énorme chaudière qu'il y avait à l'intérieur, ça devait être un monstre ça à entretenir. Et on recommence donc sur notre système donc, de politique de la canonnière. C'est reparti, mais cette fois-ci avec la Grèce. Hein, tout à l'heure je vous ai dit, je n'incluais pas la Grèce dans les pays européens. Pourquoi? Parce que la Grèce pendant très longtemps a été sous contrôle ottoman, contrôle de la Turquie. Et puis, au moment où elle a obtenu son indépendance, eh bien, comme les Européens ne faisaient pas confiance aux Grecs, ça m'étonne, mais bon, donc ils ont décidé de nommer un roi allemand. Donc ils ont envoyé Othon Ier, roi prussien. Alors, le mélange entre un roi prussien et un peuple méditerranéen, ça fait un mélange un peu étrange. Ce qui fait qu'en fait, Othon, quand il est arrivé en Grèce, il a dit il faut que la Grèce, ça marche comme la Prusse. Ça va être compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit il me faut une vraie administration. Comme en Prusse. Oui, mais là, c'est des Grecs. Donc, en fait, ces postes administratifs ne vont pas être donnés à des gens qui ont les capacités de les exercer, mais ça va servir de réservoir électoral. Donc très vite, on va se retrouver avec une administration pléthorique et qui ne sert à rien. Puisque les trois quarts ne travaillent pas. C'est juste des rémunérations qu'on leur donne pour qu'ils continuent à voter pour le potentat local. Donc on va se retrouver avec cette énorme administration qui n'arrive pas à rentrer les impôts. Ben, forcément, hein, puisqu'elle n'est pas là pour ça. Et qui va très vite se retrouver en faillite économique. Seulement, le roi va faire des emprunts auprès des banques européennes. Bien sûr qu'ils sont très contents de lui prêter de l'argent. Mais au bout d'un moment, ils arrivent et disent bon, il faut nous rendre l'argent. On ne peut pas. Ah ben alors il va falloir privatiser.
Eh oui, si vous voulez pouvoir nous rembourser, il va falloir privatiser. Bon, alors on commence à privatiser un petit peu le pays, mais bon, bien sûr, il y a des réactions à l'intérieur du pays. Et en particulier de grosses réactions nationalistes. Tiens, ça nous rappelle des choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, je parle d'aube dorée, bien entendu, pas d'autre chose. Donc, ce qui va se passer, eh bien, c'est que le gouvernement grec va avoir la bonne idée, pour se faire de l'argent, d'aller envahir 2 provinces qui sont juste à côté. Vas-y. Donc, ce sont l'Épire et la Macédoine. Ben ouais, on n'a pas d'argent, on va le chercher chez les autres. Et là, les puissances européennes disent non, mais ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire des guerres de prédation. C'est vrai que nous, on n'en fait pas. Donc, on ne peut pas vous permettre de faire une chose pareille. Et c'est comme ça donc, que les pays européens vont organiser le blocus de la Grèce. Ben, Marius, il est là. Il fait partie du blocus, à bord de son cuirassé. Alors, les Grecs vont jouer l'apaisement, ils vont dire non, vous nous avez mal compris, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Donc, on finira par lever le blocus. Et bien sûr, une fois le blocus levé, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils envahissent. Seulement, ça va mal se passer pour eux, puisqu'ils vont prendre une tôle monumentale, et d'un côté et de l'autre. 2 énormes défaites. Donc en fait, ils sont obligés de rentrer chez eux, mais avec une facture à payer de 95 milliards or. Pour un pays qui est déjà perclus de dettes. Donc à partir de 1887, les banques européennes sifflent la fin de la récréation et mettent de facto le pays sous tutelle des pays européens. Donc c'est pour ça que la crise de la Grèce, c'est pas une crise, je veux dire, c'est une pointe. Hein, c'est une crise systémique d'un pays qui a du mal à se fondre dans un moule, un système qui n'est pas forcément le sien. Bien. Alors, pour ce blocus, eh bien Marius va recevoir l'ordre du Sauveur. C'est l'équivalent de la Légion d'honneur en Grèce. Donc, 2e Légion d'honneur. En 1894, il est nommé pour une année président de la commission d'examen des pilotes. Et l'année d'après, il est promu commandeur de l'ordre du Nishan Iftikhar, qui est l'équivalent de la Légion d'honneur en Tunisie. Alors là, il y a des chances que l'État français, parce que là, à ce moment-là, la Tunisie est un protectorat. Hein, donc, c'est l'État français qui commande en Tunisie, en gros. Hein. Donc là, il y a fort à parier que c'est l'État français qui le remercie d'avoir participé à la conquête de 81. Hein, vas-y. Et en 1895, il va être nommé commandant de la division navale en Indochine. Il prend la tête du cuirassé la triomphante et son travail, eh bien, c'est d'améliorer les fortifications de la ville de Saigon. Vous avez vu la ville qui est en Indochine, en Cochinchine, pardon. Hein, et donc là, il va y rester pendant 3 ans. Vas-y. Et il va être en 1898 promu commandeur de l'ordre royal. C'est l'équivalent de la Légion d'honneur au Cambodge. On a 4 légions d'honneur. Waouh! Vas-y. Et en 1898, eh bien, il va attraper une maladie. Alors, les organismes européens ne sont pas adaptés au climat asiatique, ou très mal. Hein? Donc en fait, on va trouver quelques maladies principales. Alors je parle là pour les années 1890, 1910, parce qu'après ça va un petit peu changer. Alors ces maladies principales-là, dans ces années-là, eh bien d'abord ce sont les MST. Hein, forcément, manque d'hygiène, manque de protection. Alors après ça va changer. Pourquoi? Parce que l'armée va très vite comprendre que, bon, une armée de syphilitique, c'est pas très utile. Donc, eh bien très vite, elle va mettre en place ce qu'on appelle les BMC, les bordels mobiles de campagne. Hein, et là, on aura des préservatifs, des dames qui vont être contrôlées au niveau sanitaire, donc ça va résoudre une grosse partie des problèmes. Mais avant les années 1900-1910, chacun se débrouille comme il peut. Donc, une des principales causes de maladies sont les MST. Les deuxièmes, ce sont les dermatoses. Ben ouais, sous ces climats comme ça, toujours humides, bon, on attrape facilement des champignons, ce genre de choses. Et donc, quand on attrape des trucs au pied, après c'est très difficile de marcher, donc bon, très vite ça pose problème. Ensuite, on a le paludisme. Ça, hein, le palu, qui est transmis par un moustique. Après, on a l'amibiase. Ça, je ne connaissais pas. Donc, en fait, ce sont les amibes. Hein, donc, en gros, c'est un parasite que vous mangez et puis après qui vous déglingue l'estomac. Hein, en gros, donc là aussi. Et la dernière, c'est l'hépatite infectieuse.
C'est une infection, alors tous les hépatiques ne sont pas des alcooliques, hein, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps. Donc l'hépatite infectieuse, c'est quelque chose qui va poursuivre l'armée française en Indochine, puisque Marius Douzans, c'est ce qui va attraper. Hein. Et moi, mon grand-père paternel, donc Roger Salle, qui est parti en Indochine en 1849, il est mort en 1850 d'une hépatite infectieuse. Hein, c'est-à-dire que 60 ans plus tard, le problème reste le même. Donc vous voyez ici, hein, je vous ai mis une publicité de l'Institut Pasteur en Indochine hein, qui dit celui-ci n'a pas pris de quinine et donc en fait vous voyez il n'arrive pas à manger, il a la fièvre alors que les deux autres ils pètent de santé. Hein, donc si vous voulez vous soigner et vivre bien, eh bien il faut prendre bien sûr l'Institut Pasteur en Indochine. Donc alors, Marius va contracter cette hépatite et il va prendre le bateau, donc l'armée va le libérer pour qu'il puisse donc se refaire une santé en France. Il va prendre le bateau, mais hélas, donc là il y a une lettre très émouvante, hein, c'est je pense la dernière lettre qu'il a dû écrire à son frère Joseph, avant de partir en lui disant, mais de toute façon j'arriverai avant la lettre. Hein. Donc il lui dit, voilà, on m'a donné une permission pour venir me soigner, j'arrive à Banyuls. Bon, et en fait, Marius ne va jamais arriver à Banyuls. Hein. Donc il va, alors qu'il est sur le bateau, donc son état se dégrade très rapidement. On est obligé de faire un arrêt à Djibouti, on le débarque et on l'amène à l'hôpital et il y meurt malgré tous les soins qui lui ont été prodigués. Donc on va l'enterrer à Djibouti et pour un problème donc, de risque sanitaire, donc, il va falloir que le corps reste enterré 1 an hein, pour tuer tout virus, bactéries, etc. Et donc au bout d'1 an, on va déterrer sa bière et on va la ramener à Banyuls où il va arriver et où il va être enterré le 27. Alors la photo que vous avez vue avant, c'était la chapelle ardente qui avait été dressée dans la maison de Douzans. Hein, c'était sa chapelle ardente. Alors, voilà, vous l'avez ici. Alors en fait, pour son enterrement, il y a 2000 personnes qui vont venir à Banyuls-sur-Mer. C'est vous dire un petit peu le rayonnement que pouvait avoir Marius. Alors, nous savons donc qu'au départ, il était porté un premier drap d'honneur et il était porté par les officiels de la commune, c'est-à-dire le maire, etc. Vas-y. Donc ensuite, nous avions un deuxième drap d'honneur qui était porté par des 6 maîtres pêcheurs de la ville, c'est-à-dire des marins pêcheurs de Banyuls, mais qui possédaient leur bateau. Pas les marins, hein. Là on mettait que les propriétaires du bateau. Hein. Vas-y. Ensuite, bien sûr, arrivait le corbillard qui était entouré de marins en uniforme. Donc cette fois-ci des marins de la marine française. Hein. Vas-y. Ici derrière arrivaient 3 marins qui sur des coussins portaient toutes les médailles que Marius a pu récolter. Vas-y. Ici donc nous avions la famille et derrière le cortège. Donc vous imaginez ce long cortège comme ça qui a dû partir depuis la maison de Douzans pour aller jusqu'au cimetière de la rectorie. Vas-y. Puisque voilà où est enterré Marius Douzans. Vas-y. Donc pour conclure, donc on voit Marius, alors là je l'ai mis en habit civil, hein, là il est plus décontracté. Donc vous voyez ce regard dont je vous parlais au début, hein, il a toujours gardé ce regard un peu, comment dire, un peu triste. Hein, alors que, vous avez vu tout ce qu'il a fait dans sa vie, hein, je veux dire, c'est pas un homme qui est timoré, mais il a toujours gardé ce regard doux. Hein. Alors ici, vous avez un symbole cher à Jean-Pierre, le serpent qui se mord la queue. Hein. Alors c'est un symbole ésotérique, mais je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, vas-y, c'est l'anaplodiplose. Oula, mot barbare, hein, l'anaplodiplose, quelle est cette chose? Donc en fait c'est une figure de style en particulier. Alors elle dépend d'une figure du style plus générale qui s'appelle l'épanadiplose. Une épanadiplose, c'est « je suis qui je suis ». La phrase termine comme elle a commencé, commence comme elle a terminé. Je suis qui je suis. Donc elle commence bien comme elle termine bien comme elle commence. C'est ça, c'est une figure de style. Eh bien, l'anaplodiplose, c'est cette figure de style, mais mise dans un contexte artistique. Par exemple, un film qui commence et qui finit par la même image. Un livre qui commence et qui finit par, ou sur le même personnage, ou sur la même problématique. C'est ça en fait. Vas-y. Alors ça, l'anaplodiplose, c'était une réponse de, on va dire, de chercheurs en langue française. Moi, mon boulot, c'est de faire des recherches en histoire et en histoire de l'art. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion de trouvaille. Alors ça, c'est Umberto Eco. Hein, vous le connaissez tous, hein, Umberto Eco, qui est historien de l'art, il est médiéviste, lui. Donc il nous parle de la notion de trouvaille. Et il nous dit qu'en histoire, faire une trouvaille,
ce n'est pas découvrir un objet inconnu, un objet historique inconnu. C'est regarder avec un œil neuf un objet historique déjà connu. Vas-y. Et c'est bien ce qu'on vient de faire. J'ai commencé avec la plaque Marius Douzans, je vais finir avec la plaque Marius Douzans. Donc, en applaudissement. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de Marius Douzans. On la connaît tous, cette rue, on y passe. Hein, c'est une rue en bord de mer. Mais maintenant, quand vous y repasserez dans cette rue, vous allez avoir une autre vision de la chose. Puisque maintenant, Marius Douzans, ben, vous allez pouvoir mettre du sens derrière. C'est-à-dire qu'on est revenu au même endroit, mais pas exactement. C'est-à-dire qu'on a pris de la hauteur. Désormais, quand on voit la rue, on est capable de faire des connexions qu'on ne pouvait pas faire avant. Et tout le travail du souvenir français, il est là. C'est-à-dire restituer à la mémoire banoulenque des choses qui progressivement s'effacent. Et c'est bien pour ça que, je t'en prie, alors attends, ah, vous le voyez cette plaque? Alors cette plaque, j'ai mis l'hypothèse qu'elle date des années 90. Pourquoi? Parce qu'il y a le logo là. Vous voyez ce logo? Il vous rappelle rien? C'était le logo qu'avait mis en place la première municipalité de M. Red, et c'était ce logo qui disait « Banyuls étonnante et tonique ». Tout un programme. Donc, c'est une plaque qui a à peu près 25 ans. Ah, vas-y. Donc nous, ce qu'on propose, alors, samedi dernier, on avait l'ouverture de notre centre d'interprétation historique. Alors le Souvenir français a un centre d'interprétation historique au Puy-Delmas, où d'ailleurs vous êtes conviés tous les mardis après-midi de 2h à 6h, et donc où on a mis en place une exposition qui s'appelle « Les Banoulenques dans les guerres 1793-1993 ». Et donc, durant l'inauguration donc du centre d'interprétation, eh bien, nous avons eu la chance d'avoir Monsieur le maire, et Jean-Pierre donc lui a parlé de notre projet, puisque ça c'est un projet que nous portons. Et donc l'idée, eh bien, vous voyez, c'est de remplacer la plaque. Et de remplacer l'ancienne plaque par celle-là. Vas-y. Alors, je veux dire, l'ancienne, on peut la garder, elle est en bon état. Hein. Mais là, celle-là, elle est peut-être un peu plus au goût du jour. Déjà, elle est plus détaillée. On sait qu'il a été capitaine de vaisseau, donc j'ai mis son dernier grade. Hein. Je n'allais pas tous les mettre. Hein. On sait aussi qu'il a été officier de la Légion d'honneur. Et surtout, il y a la photo. Ah, ça, je pense que c'est quand même... ça peut être intéressant. Et, vas-y, ça va nous coûter la modique somme de 100 €. Donc vous voyez, il ne suffit pas d'aller très loin, c'est pas la peine d'aller chercher très loin, c'est pas la peine d'aller chercher très cher pour mettre en valeur l'histoire de Banyuls. Il suffit de faire des choses, alors des fois on a besoin d'argent, mais des fois il n'y a pas besoin non plus de dépenser des 100 et des 1000, hein. Avec des choses très simples, des petits repères comme ça qu'on met dans la ville, on peut arriver à intéresser à la fois les Banoulenques et aussi donc, les touristes qui nous viennent. On peut essayer de les intéresser à l'histoire de Banyuls sans forcément dépenser des millions. Et voilà, je vous remercie de votre attention.